Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour poursuivre cette séquence consacrée aux transformations économiques et sociales en France de 1852 à 1914. Dans un grand 1, nous nous sommes intéressés à l'industrialisation en France, au début de cette industrialisation, avec l'émergence d'usines, de complexes industriels. Nous avions travaillé sur le Creusot, mais également l'émergence de nouvelles méthodes de travail. Aujourd'hui, dans un grand 2, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux transformations, aux mutations qui touchent deux types de territoires, d'un côté les campagnes et de l'autre les villes. Donc vous pouvez noter le titre de ce grand 2, les transformations dans les campagnes et dans les villes, de 1852 à 1914. Et nous nous intéressons tout de suite au petit a, un âge d'or dans les campagnes, point d'interrogation. Donc dans cette sous-partie, il s'agit de se demander si finalement cette deuxième moitié du XIXe siècle et le début du XXe constituent un âge d'or, une période heureuse de prospérité dans les campagnes françaises. Premier élément déjà à prendre en compte, l'importance de l'espace rural à l'époque. Contrairement à aujourd'hui, la France du Second Empire et de la Troisième République, c'est une France rurale majoritairement. Vous pouvez noter que sous le Second Empire et la Troisième République, les campagnes françaises occupent une place importante. Trois chiffres importants à retenir. Premier tiret, 70% de la population en 1850 est rurale, vit à la campagne. Ce chiffre descend à 56% en 1914. Donc, vous constatez une baisse qui est liée à l'urbanisation, nous en parlerons un peu plus loin. Toutefois, cette baisse reste modeste et surtout, à l'aube de la Première Guerre mondiale, on a une population en France qui est encore majoritairement rurale. Si on prend le graphique que vous avez juste en dessous, qui compare justement la population française aux populations allemandes et britanniques, on voit que la France est un cas à part. Prenons par exemple le Royaume-Uni, on observe qu'en 1850, 52% de sa population est rurale. Donc on est quasiment à un habitant sur deux vit à la campagne, un habitant sur deux vit à la ville. En 1914, on n'a plus que 27%, donc grosso modo un quart de ruraux au Royaume-Uni. En Allemagne, 64% de ruraux en 1850, 40% seulement en 1914. Alors pourquoi la France est un peu en décalage? Cela tient au fait surtout de l'industrialisation, c'est-à-dire le fait que le Royaume-Uni et l'Allemagne sont plus rapidement industrialisés que la France. Or, nous verrons tout à l'heure, l'industrialisation et l'urbanisation vont de pair. Donc la France constitue là bien un cas particulier. Deuxième tiret et dernier chiffre à retenir pour ce point, l'agriculture, qui, je vous le rappelle, on l'a vu en géographie, n'est pas la seule activité à la campagne. Toutefois, l'agriculture en France, à ce moment-là, représente 40% du PIB, c'est-à-dire 40% des richesses produites dans le pays, ce qui est déjà encore beaucoup. Alors l'agriculture française, justement, on va en parler à présent. L'agriculture française connaît des mutations, connaît une modernisation à l'époque, ou du moins un début de modernisation, avec d'abord le début de la mécanisation, c'est-à-dire l'apparition de machines. Et tout ça est lié bien évidemment à l'industrialisation. L'agriculture change à cette époque-là parce que l'industrie également est en train de changer. Au début de la mécanisation, avec l'apparition des premières moissonneuses-batteuses, ici vous en avez un exemple, vous avez également l'apparition des premiers tracteurs, on le voit sur cette affiche publicitaire là, de 1889, donc les premiers tracteurs, les premières faucheuses également, et les progrès de la chimie apportent également des bienfaits à l'agriculture, puisque la fin du 19e siècle, c'est également l'apparition des engrais chimiques. Vous avez une publicité ici qui vante bien d'ailleurs les avantages de cette avancée chimique, avec cette comparaison entre deux situations. Donc on va commencer d'abord à droite, où on a un couple de paysans pauvres, amaigris, qui sont sur un sol totalement désertique, sans aucune production en vue. Et on vous explique que c'est parce qu'ils n'utilisent pas de sulfate d'ammoniac, qui est justement un de ces engrais chimiques de l'époque. Et à l'inverse, vous avez ici
le même couple, mais qui cette fois-ci utilise du sulfate d'ammoniac, qui là, au contraire, se trouve dans un champ, une culture très abondante, très même exagérée, puisque quand vous voyez la taille des fruits et légumes, vous voyez bien que c'est totalement exagéré. Le but, c'est juste de montrer que d'un côté, on n'utilise pas d'engrais et donc la production est faible, et de l'autre, dès lors que vous utilisez des engrais, la production devient exponentielle. Alors, les engrais chimiques, c'est une vraie avancée pour l'époque, parce que depuis le Moyen-Âge, on utilise un système qui est l'assolement triennal, et c'est ce que vous avez sur le schéma ici, c'est-à-dire que la première année, dans un champ, on va cultiver des céréales, la deuxième année, des légumineuses, et la troisième année, on va laisser le champ en jachère. C'est-à-dire qu'on ne va pas produire, on ne va pas y mettre de culture particulière. Le but, c'est que la terre se repose pour retrouver naturellement sa capacité à produire. Avec les engrais, ce n'est plus nécessaire puisque l'engrais va venir nourrir la terre et donc lui permettre de produire chaque année, par exemple, des céréales. Vous pouvez donc noter modernisation des campagnes avec le début de la mécanisation et l'utilisation des premiers engrais chimiques. Cette période, c'est aussi le début de la spécialisation des régions en termes de production. Par exemple, le bassin parisien va se spécialiser dans le blé, dans la culture de blé. Le Nord, et notamment la Picardie, plutôt dans la production de betteraves sucrières ou de pommes de terre. Et c'est aussi à cette époque que se développe un secteur très important aujourd'hui dans l'économie agricole française, c'est la viticulture, c'est-à-dire la production de vin. Vous notez directement que ces progrès techniques et scientifiques ont plusieurs conséquences. Et je vais vous l'expliquer à l'aide de ce schéma. Je vais d'abord vous expliquer le schéma, j'y reviendrai après pour que vous puissiez le noter dans votre cahier. Donc le point de départ, c'est la mécanisation et l'utilisation d'engrais chimiques. Première conséquence, c'est d'abord une hausse de la production agricole. Les machines et l'utilisation d'engrais fait que les productions vont augmenter. Vous avez ici un graphique qui le montre bien. Donc on a la comparaison de plusieurs productions en France de 1850 à 1910 environ. Donc les céréales, vous voyez que l'on est en 1850 à un petit peu au-dessus de 120 millions de quintaux. On avoisine les 160 millions de quintaux en 1910. Si nous prenons ensuite la pomme de terre on était à environ 40 millions de quintaux en 1850, on arrive à 120 millions de quintaux en 1910, donc une multiplication par 3 de la production, ce qui est énorme. Donc ça, c'est la première conséquence, hausse de la production agricole. Si, bien évidemment, les paysans, les agriculteurs produisent plus, ils vendent plus. Et donc, deuxième conséquence, on a une hausse des revenus. Si les agriculteurs de l'époque ont une hausse des revenus, plus d'argent, ça veut dire qu'on a aussi une amélioration du niveau de vie. Cette amélioration du niveau de vie, on peut le voir notamment avec la consommation moyenne par tête et par jour, c'est-à-dire de ce que consomment, de ce que mangent les Français à l'époque. Prenons par exemple tout ce qui est viande et poisson, qui était assez peu consommé jusqu'au XIXe siècle. On remarque que dans la période 1845-1854, on a 78 grammes par tête et par jour consommés de viande et de poisson, et l'on passe à 100 grammes pour la période 1865-1874. Cette amélioration du niveau de vie, donc je reviens au schéma, conduit à une croissance démographique, c'est-à-dire le fait qu'on ait davantage de population dans les campagnes. Donc ça, c'est le premier segment de conséquences. Deuxième grand type de conséquences, et je reviens à la base, donc mécanisation et utilisation d'engrais chimiques, c'est que l'on a moins besoin de main-d'œuvre. Si on utilise des machines dans les champs, il y a nécessairement moins besoin d'ouvriers pour y travailler. Cela va entraîner, la conséquence directe, c'est le début de l'exode rural, dont on a parlé en géographie. Cet exode rural va d'abord concerner les ouvriers agricoles sans terre, c'est-à-dire qu'à l'époque, on avait les paysans qui possédaient leur propre terre, et on avait également des personnes qui louaient leur force, qui louaient leurs bras, au moment des moissons notamment, et ce sont ces ouvriers agricoles qui, eux, ne possèdent pas de terre.
Or, c'est les premiers qui vont du coup être mis au chômage et qui vont devoir trouver du travail ailleurs. C'est pour cela qu'ils vont partir vers les villes où ils vont être engagés dans l'industrie. Pour rappel, cette période, c'est aussi le début de l'industrialisation en France, l'apparition d'usines et donc la recherche de main-d'œuvre de manière permanente. Donc, début de l'exode rural, d'abord des ouvriers agricoles, sans terre, qui vont travailler dans l'industrie en usine. Au début, cet exode rural, il est saisonnier, c'est-à-dire qu'on a des ouvriers agricoles qui se retrouvent sans travail quelques mois dans l'année et qui décident, pendant ces quelques mois, d'aller travailler en ville. L'exode rural au début, c'est un complément de revenus à côté des revenus agricoles, tout simplement. Le chemin de fer, qui apparaît à ce moment-là, développe et amplifie ces migrations saisonnières. On peut plus facilement aller travailler en ville grâce au chemin de fer. Par exemple, les paysans et les paysannes des campagnes lyonnaises, donc autour de Lyon, partent travailler dans les mois creux, dans les mois où il n'y a pas beaucoup de travail à la campagne, dans l'industrie de la soie à Lyon. Ces paysans pauvres qui partent les premiers sont aussi les premiers qui vont s'installer définitivement petit à petit en ville. Si au milieu du 19e siècle, l'exode est saisonnier, à la fin du 19e siècle, l'exode est de plus en plus définitif, on s'installe définitivement en ville. Pour ces ouvriers agricoles, c'est tout bénef. Ils ont un salaire fixe, ils ont parfois un logement, contrairement à la campagne, où les récoltes ne sont pas stables et où ils ne sont pas sûrs d'avoir un travail tous les ans. Cet exode, il concerne également les enfants. Un exemple avec ceux que l'on a surnommés les petits Savoyards, puisqu'ils viennent de Savoie, Savoie qui a été rattachée à la France qu'au moment du Second Empire. Les petits Savoyards, donc c'était des enfants, venaient au moment de l'hiver, à la fin de l'hiver, début printemps, à Paris, pour ramoner les cheminées. Leur petite taille leur permettait de faire ce travail-là, qui était particulièrement dangereux. Je reviens à la trace écrite, cette fois-ci, mettez sur pause pour avoir le temps de prendre en note le schéma. Alors cette modernisation des campagnes, elle va être, comme pour l'industrialisation, encouragée, aidée par l'État. Donc je vous rappelle que durant cette période, la France a connu deux régimes, le Second Empire de Napoléon III et la Troisième République ensuite. Le Second Empire, vous le notez, encourage la modernisation des campagnes, car ses habitants sont les principaux soutiens du régime. Ne l'oublions pas, Napoléon III a organisé plusieurs plébiscites pendant le régime, et à chaque fois c'était le oui qui l'emportait, grâce au soutien des campagnes. À l'époque, les habitants des campagnes recherchent l'ordre, et le Second Empire apporte cet ordre en France. Pour s'acheter ce soutien, vous pouvez noter un exemple d'aménagement justement fait par le Second Empire, financé par le Second Empire, c'est l'assèchement de marais, et notamment les marais de Sologne. Sologne, c'est la région que vous avez au sud d'Orléans, donc on est au sud également là, de Paris, dans le Val-de-Loire. Assèchement des marais de Sologne pour en faire des terres agricoles. La Troisième République va continuer cette politique d'aide à la campagne, d'aide à la modernisation. Pourquoi? Parce que le but, c'est aussi d'obtenir le soutien des électeurs ruraux, qui sont encore majoritaires à l'époque. Et je vous rappelle que le régime républicain n'est pas forcément encore solide à ce moment-là. La Troisième République va d'ailleurs tout faire pour faire que ces campagnards de l'époque, ces paysans, deviennent de vrais républicains. Et là, je fais référence au cours que l'on avait fait avant le confinement sur la Troisième République et la mise en place de l'école gratuite, laïque et obligatoire avec les lois Jules Ferry. Donc vous pouvez noter à la suite que la Troisième République cherche aussi à avoir le soutien des électeurs ruraux grâce à l'école gratuite. Alors si on s'arrêtait là, on pourrait dire que finalement les campagnes françaises connaissent bien un âge d'or. Pour autant, cette modernisation, cette mécanisation, les engrais chimiques, l'amélioration du niveau de vie restent encore très limitées, surtout aux régions du nord de la France et du bassin parisien, qui sont composées de grandes exploitations qui étaient déjà assez aisées auparavant et qui le sont encore plus. Toutefois, ailleurs, on a un maintien du travail manuel, tel que vous le voyez ici avec ces moissonneuses qui travaillent à la main pour couper
les gerbes de blé dans les champs. Là, on est dans le Pas-de-Calais dans les années 1890. Et vous avez ici, à gauche, un texte d'un livre très connu qui s'appelle Le Cheval d'Orgueil, qui décrit la Bretagne de l'époque, qui est une Bretagne agricole encore très pauvre. On va justement lire cet extrait. Au pays bigoudin, la misère était encore le lot de bien des gens au début du siècle. C'était une calamité comme une autre, et contre laquelle on ne pouvait pas grand-chose. Le moindre coup du destin suffisait à y faire tomber ceux qui étaient déjà en proie au diable sans le loger dans leur bourse, ni tirer par la queue, comme on dit en français. Le naufrage, l'invalidité, la maladie sur les hommes ou sur les bêtes, le feu dans la paille, une mauvaise récolte, un maître trop dur, ou simplement les 7 malchances quotidiennes, vous jetaient pour un temps sur les routes, vous obligeaient à tendre la main au seuil des portes, la prière entre les dents et les yeux fermés sur votre humiliation. Quelquefois, les hommes choisissaient de se pendre. Il y avait toujours, dans l'appentis, une corde qui ne demandait que cela. Les femmes préféraient se noyer. Il se trouvait toujours un puits dans leur cour ou un lavoir au bas de leur champ. Telle était la hantise de la misère. Donc cet extrait montre bien la misère qui règne encore en Bretagne et surtout la très grande faiblesse des paysans vis-à-vis du temps. Ils sont très dépendants de la météo. L'auteur vous le dit, il suffit finalement de peu de choses pour que un paysan tombe dans l'extrême misère, soit obligé de mendier ou se finisse par décider de se suicider. Par exemple, on vous parle d'une mauvaise récolte. Il suffit qu'il y ait une année trop pluvieuse ou pas assez pour que la récolte soit calamiteuse. Encore une fois, l'agriculteur de l'époque est totalement dépendant des revenus en fonction de sa récolte. L'invalidité également. Il suffit que, par exemple, il y ait un paysan qui se blesse, et donc c'est un ouvrier en moins pour travailler dans les champs. Vous pouvez donc noter que toutefois, on a une modernisation très lente et limitée aux grandes exploitations du nord et du bassin parisien. Ailleurs, maintien d'exploitations familiales, modestes et peu mécanisées. C'est la fameuse agriculture vivrière dont on a parlé en géographie. Et vous rajoutez que beaucoup d'agriculteurs continuent d'avoir des conditions de vie difficiles à ce moment-là. Donc ça, c'est la première limite à cette idée d'âge d'or. Deuxième limite que l'on va voir à présent, il faut savoir aussi que l'agriculture française, si elle connaît une période de prospérité jusqu'à la fin du Second Empire, à partir des années 1870 et jusqu'aux années 1890, l'agriculture française va connaître une très grave crise qui est liée à deux grandes causes. Première cause, d'abord, qui touche plutôt la viticulture, les vignobles. On a dans ces années-là l'arrivée d'un insecte, qui est le phylloxéra, qui est un insecte qui nous vient des États-Unis et qui ravage totalement les vignes, qui détruit, qui grignote les vignes à l'époque. Ce qui fait que une fois que les vignes sont grignotées, elles sont totalement détruites et que même l'année d'après, il n'y aura pas de production. Vous voyez ici sur cette carte l'extension de cet insecte, de ce puceron, en 1882, et ce sont les vignobles de la Garonne, du Bordelais, donc de la région autour de Bordeaux, mais également les vignobles du Rhône, donc dans le sud-est, qui sont les plus impactés. Cela conduit à des faillites de certains vignobles et à la misère des propriétaires. Deuxième cause qui va créer la crise, rappelez-vous, Napoléon III, on l'a vu dans le Grand 1, va signer des traités de libre-échange, notamment avec le Royaume-Uni. Donc, on supprime ou on abaisse les droits de douane, ce qui fait que, du jour au lendemain, les produits agricoles français, notamment le blé, vont se retrouver en concurrence avec des produits agricoles venant de d'autres pays et qui sont moins chers. Ce qui fait que, en France, on va consommer des marchandises venant de d'autres pays au détriment des marchandises françaises, et les agriculteurs français, pour arriver à vendre leurs marchandises, vont être obligés de faire quoi? De baisser leur prix. Or, en baissant leur prix, c'est bien évidemment moins de revenus et donc tomber plus facilement aussi dans la pauvreté. Vous pouvez donc noter que l'agriculture française connaît une grave crise entre les années 1870 et les années 1890,
c'est une crise qui est longue. Cela passe donc par la destruction des vignes par un insecte, plus les produits agricoles français qui font face à la concurrence des produits importés, ce qui entraîne une baisse des prix. Alors comment vont réagir les républicains de la Troisième République? Ils vont décider finalement de mettre fin au traité de libre-échange de Napoléon III et de mettre en place tout l'inverse, c'est ce que l'on appelle des lois protectionnistes, c'est-à-dire que l'on rétablit des droits de douane très élevés pour que les produits étrangers coûtent beaucoup plus cher à acheter en France. Le but, c'est que les consommateurs français consomment, achètent d'abord les produits agricoles, et notamment le blé, fait en France. Donc vous notez que les républicains mettent en place des lois protectionnistes, c'est notamment la loi Méline, c'est-à-dire une hausse des droits de douane pour protéger les paysans français. Donc voilà, nous avons fini ce point sur les campagnes. Comme vous pouvez le constater, finalement, cette question de départ, âge d'or ou pas âge d'or, est la réponse en tout cas à cette question est très nuancée. Certes, d'un côté, il y a des améliorations, il y a une modernisation, mais celle-ci, elle se trouve quand même limitée dans l'espace, puisque certaines régions n'en profitent pas, et dans le temps, puisque l'agriculture française est également impactée par des crises. Nous passons à présent au grand B, avec la modernisation des villes. Alors vous notez directement qu'à partir de la moitié du XIXe siècle, la France connaît une urbanisation lente. En 1851, on a 26% de citadins, donc environ un quart de la population française vit en ville. En 1914, on est à 44%. Donc il y a un progrès, mais un progrès qui est très lent. Et encore une fois, c'est une particularité de la France que d'avoir une urbanisation lente. Vous rajoutez que l'essor ou le développement des villes est lié tout simplement à l'industrialisation qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Le fait que des usines se développent dans les villes fait qu'il y a un besoin de main-d'œuvre, un besoin d'ouvriers, et donc un appel à tous ces habitants venant des campagnes qui n'ont plus nécessairement de travail à ce moment-là. Or, l'industrialisation va faire que la population dans les villes va fortement augmenter. Un exemple avec Paris, vous avez ici la courbe de la population à Paris de 1851 à 1911. On passe en 1951 de 1,1 million environ d'habitants à 1911 à 2,8 millions d'habitants. Donc une multiplication par 2,8, quasiment par 3 de la population parisienne. À Beauvais, on a également une population qui augmente. On passe de 14 216 habitants en 1851 à plus de presque 20 000 en 1914, et ce grâce à notamment un domaine beauvaisien de l'industrie, c'est l'industrie textile. Vous en avez ici une carte postale. Je reviens à la trace écrite, vous notez l'exemple de Paris, dont la population est multipliée par 3 entre 1851 et 1911. Deuxième élément de ce point, vous notez qu'au XIXe siècle, les villes se modernisent. Et pour cela, nous allons faire un point de passage et d'ouverture imposé par le programme sur le pari haussmannien, la transformation d'une ville. Avant de vous présenter l'étude de documents que vous allez avoir à faire, vous notez la petite introduction. Vous notez qu'à Paris, Napoléon III charge le baron Haussmann, qui est alors le préfet de la Seine, de modifier l'urbanisme de la cité dès 1853. Pour rappel, le Second Empire se met en place en 1852, donc vous voyez que finalement, la transformation à Paris va se faire très vite. Vous rajoutez que la capitale est un chantier permanent pendant près de 20 ans, puisque les travaux vont durer jusqu'en 1870. Sur le tableau que vous avez à droite, vous reconnaissez, je l'espère, Napoléon III, juste ici, et face à lui, vous avez justement le baron Haussmann, qui est chargé de toutes ces transformations, d'où d'ailleurs le nom que l'on donne à ces transformations à Paris, l'haussmannisation. Donc pour travailler sur l'haussmannisation de Paris, vous allez avoir 3 questions
pour analyser les documents. Première question, quels sont les principaux aménagements réalisés par le baron Haussmann? Pour cela, vous utilisez document 2, page 118 et 4, page 119. Question 2, quels sont les objectifs de ces aménagements? C'est le document 4, page 119. Et question 3, quelles sont les limites de l'haussmannisation? Document 6, page 119 et le document complémentaire A. Ces consignes, vous les retrouvez sur le polycopier que je vous envoie également par mail. Sur ce même polycopier, vous avez le document complémentaire A et vous avez aussi le lien vers le manuel numérique si nécessaire. Donc, comme précédemment, vous mettez sur pause à partir de ce moment-là, vous faites l'étude de document, une fois qu'elle est faite sérieusement, vous revenez à la capsule vidéo pour voir la correction. Alors, question numéro 1. Quels sont les principaux aménagements réalisés par le baron Haussmann? Le baron Haussmann, vous le notez, transforme profondément l'urbanisme de Paris. 2 points. Premier élément que vous avez dû noter, grâce déjà à ce document, c'est le fait que l'on aménage de nouvelles voies de communication, de nouveaux axes de communication. C'est le moment où apparaissent de grands boulevards, les avenues que l'on connaît encore aujourd'hui à Paris, les grandes places, comme la place de la Concorde ou la place de l'Étoile. Grosso modo, Haussmann va supprimer en fait toutes les rues étroites du vieux Paris. On en a quelques exemples au niveau des photos. Donc vous voyez ici le boulevard Henri IV pendant les travaux et le boulevard Henri IV aujourd'hui. Typiquement, le boulevard que vous avez aujourd'hui, c'est un boulevard qui date justement des transformations par Haussmann. Autre image marquante, vous avez à gauche l'image de la rue Haute des Ursins, qui est en fait une rue traditionnelle du 19e siècle, du Paris jusqu'au 19e siècle, donc une rue très étroite. Et vous avez à droite, au contraire, boulevard du Palais, donc toujours à Paris, où là on voit de grands axes de communication, très larges. Donc premier élément, premier tiret que vous notez, le percement de grandes artères, de voies de communication, donc avec des grands boulevards, des avenues, des grandes places. Deuxième caractéristique de ces changements, de ces transformations, on a également une destruction de logements insalubres pour construire des immeubles solides et uniformisés. Alors quand je dis solide, c'est par exemple la disparition des immeubles en bois, qui posaient particulièrement problème au moment des incendies. Ces immeubles uniformisés, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils se ressemblent tous. C'est ce que vous avez ici, là, sur les côtés de la photo. Donc des immeubles finalement quasi identiques les uns aux autres, du moins dans l'architecture. D'ailleurs, on parle d'architecture haussmannienne pour parler de ces immeubles du 19e siècle. Troisième élément, troisième tiret, l'haussmannisation passe aussi par la construction d'infrastructures de transport. Je vous l'ai dit dans le grand 1, la France s'industrialise et les chemins de fer se développent de plus en plus. Or, pour cela, il faut aussi des gares, et donc Paris, pendant l'haussmannisation, voit la construction, ou en tout cas l'aménagement, le réaménagement de gares plus grandes. C'est notamment le cas de la gare du Nord, que vous connaissez sans doute, construite entre 1861 et 1866, et dont vous avez ici une image. Élément suivant. Quatrième élément de la liste, l'haussmannisation passe aussi par la modernisation des équipements collectifs. Ça, ce n'était pas présent dans vos documents. C'est notamment l'eau potable, le gaz de ville, les égouts, et notamment le réseau d'assainissement qui progresse à ce moment-là. On passe de Paris où on jette les eaux usées par la fenêtre à Paris où il y a un vrai réseau d'assainissement. Ensuite, l'haussmannisation passe aussi par la création d'espaces verts. C'est le cas avec le bois de Vincennes à l'est et le bois de Boulogne à l'ouest, qui sont donc des lieux de sortie, aussi bien pour la bourgeoisie de l'époque que pour les classes plus populaires. Et enfin, dernier élément,
on a également de nouveaux lieux de consommation qui apparaissent dans les villes. C'est ce que l'on appelle les grands magasins, avec notamment un qui était très connu à l'époque à Paris, c'est Au Bon Marché. Vous l'avez justement localisé sur la carte. Alors pourquoi ces grands marchés, ces grands magasins apparaissent? Il faut se remettre dans le contexte. On a une industrie qui produit en masse, sauf que pour que ce soit rentable, il faut bien évidemment être capable de vendre ces marchandises fabriquées en usine. Donc il faut aussi créer des magasins à la taille finalement de cette production de masse, et c'est le début en quelque sorte de la grande distribution avec ces grands magasins qui sont d'abord destinés aux bourgeois, notamment aux femmes, qui peuvent donc sortir, faire des emplettes. Deux conseils, si ce sujet vous intéresse plus particulièrement, vous avez Émile Zola qui a écrit un livre qui s'appelle Au bonheur des dames, qui justement traite de ce milieu des grands magasins et des métiers du coup qui apparaissent avec les grands magasins. Et je vous mettrai également dans le descriptif de la vidéo un lien vers une autre vidéo YouTube qui vous présente justement le monde de ces grands magasins à la fin du 19e siècle en France. Donc voilà les différentes caractéristiques de l'osmanisation. Vous pouvez noter en conclusion de cette question 1 qu'on a le passage d'une ville médiévale, et Paris au 19e siècle, au début du 19e siècle, était encore une ville du Moyen-Âge, à une ville moderne, la ville que l'on connaît encore grandement aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette osmanisation, cette transformation urbaine, vont également être copiées dans d'autres grandes villes françaises, mais aussi parfois à l'étranger. Si on reste dans le cadre de la France, Lyon, Bordeaux, Nantes en particulier, vont connaître les mêmes transformations dans les années, dans les décennies à venir. Nous passons à présent à la question 2. Donc, la question 2 était, quels sont les objectifs de ces aménagements? Vous notez directement que l'objectif de ces aménagements est double. Premier objectif revendiqué, c'est d'abord de lutter contre l'insalubrité, c'est-à-dire le manque d'hygiène, l'insalubrité de la ville et améliorer l'hygiène pour avoir de meilleures conditions de vie. Ce que fait Haussmann, en fait, c'est qu'il met en œuvre ce qu'on appelle à l'époque une politique hygiéniste, c'est-à-dire une politique d'amélioration de l'hygiène et de lutte contre les épidémies. À l'époque, on a des hygiénistes qui pensent que la ville moderne, c'est une ville qui doit apporter l'air, qui doit apporter la lumière dans les rues pour lutter contre les maladies. En détruisant les taudis, en détruisant tous ces logements insalubres, en fait, Haussmann veut d'abord éviter de nouvelles épidémies, et Paris en connaît encore au XIXe siècle, notamment des épidémies de choléra. Voilà le premier objectif, un objectif hygiéniste. Deuxième objectif, si on réaménage Paris, le but c'est aussi de maintenir l'ordre en créant de grands axes de communication, rendant difficile la construction de barricades. Pour rappel, on l'a vu cette année, le 19e siècle est un siècle de révolution en France, révolution de 1830, 1848, la Commune de Paris en 1871, et toutes ces révolutions se sont à chaque fois manifestées par des barricades construites par les révolutionnaires, avec ce qu'ils trouvaient dans la rue. Ils bloquaient le passage des soldats, et cela fonctionnait d'ailleurs la plupart du temps plutôt bien. Ces barricades étaient faciles à tenir, puisque à l'époque, les rues étaient petites. Or, en construisant de grandes avenues, de grands boulevards, cela devient très difficile, voire impossible. Donc on a là deux objectifs qui vont de pair. Pourquoi? Parce que Haussmann, comme Napoléon III, il ne faut pas oublier que Haussmann finalement ne met en place que les ordres de Napoléon III, que les directives de Napoléon III. Les deux hommes veulent mettre fin aux révolutions du 19e, tout en assurant, tant en assurant de meilleures conditions de vie d'un côté, qu'en limitant les possibilités de mener une révolution. Ce que veut Napoléon III, ce que veut le Second Empire, c'est maintenir l'ordre. Nous passons à présent à la question numéro 3, qui était quelles sont les limites de l'osmanisation. Pour cela, vous aviez deux documents à utiliser, notamment ce texte, dont on va lire les deux extraits encadrés. Le premier et inévitable effet de vos percements a été de jeter la plus profonde perturbation, souvent la ruine et la misère,
dans l'existence de milliers de petits fabricants, d'artisans, d'ouvriers, chassés sans retour. Deuxième extrait. Les terrains, et partant les loyers ayant partout renchéri, l'on voit se rebâtir, dans les parties les plus reculées de la capitale, les ruelles, les passages, les cours, les masures, que vous abattez si impitoyablement au centre. Tandis que nos édiles font pénétrer l'air et la lumière dans le vieux Paris en ouvrant de larges boulevards, on voit se former, aux extrémités de la ville, des groupes de maisons étroites et malsaines dans lesquelles une déplorable spéculation entasse nos ouvriers. Ce texte, comme le second document que vous aviez de Jules Favre, qui est un républicain donc fervent opposant au Second Empire, montre bien en fait les travers de l'osmanisation. On détruit, on reconstruit. Le problème, c'est que ces logements, ces nouveaux logements, ne sont pas pour les ouvriers, ne sont pas pour les artisans, ne sont pas pour les catégories les plus pauvres, finalement, des Parisiens. Ils se retrouvent expulsés, ils se retrouvent sans logement. Le problème également, c'est que les nouveaux immeubles construits sont construits et vendus par des entrepreneurs, qui donc les vendent aux plus offrants, si bien que les ouvriers et les artisans qui pouvaient jusque-là vivre dans le centre de Paris s'en retrouvent chassés à la périphérie. Le logement devient inaccessible d'un point de vue financier, et donc on a des catégories pauvres qui vont s'installer dans des quartiers en périphérie, à l'extérieur de la ville, et l'auteur du texte précédent le dit bien, ce qui apparaît dans ces quartiers-là, ce sont des bidonvilles. Ce que l'on peut constater, c'est que finalement, avec l'osmanisation, on a une sorte de gentrification avant l'heure, c'est-à-dire le fait que l'on ait une population appartenant à une même classe, une classe plutôt aisée, et donc la mixité sociale, la très très grande mixité sociale qui existait au XIXe siècle jusqu'à présent à Paris, est de plus en plus moindre. On le voit d'ailleurs bien ici avec cette coupe d'immeubles. On a la comparaison de deux immeubles. La coupe d'abord à gauche d'un immeuble parisien pré-haussmannien, c'est ce que vous avez ici, où l'on voit que plus on monte dans les étages, plus la catégorie sociale est populaire. Donc par exemple, premier étage, on a plutôt un salon bourgeois, tandis que lorsque l'on arrive sous les toits, on a plutôt des domestiques, ou bien des ouvriers, des artisans. Et lorsque l'on passe à droite avec cette coupe d'un immeuble parisien haussmannien, cette fois-ci, on voit qu'à tous les étages, on a quand même un niveau de vie plutôt aisé, on trouve plutôt des catégories sociales favorisées, plutôt bourgeoises. Vous pouvez donc noter en guise de trace écrite pour la question 3 que les aménagements du baron Haussmann sont critiqués car les catégories les plus pauvres de la population, les ouvriers, les artisans, sont expulsés et se retrouvent sans logement. Les loyers dans Paris augmentent et deviennent inaccessibles pour les classes populaires. Conséquence égale, des quartiers pauvres se développent à la périphérie de la ville. Donc on peut dire que la question sociale est totalement absente de l'osmanisation. Si la question de l'osmanisation, ses conséquences sociales vous intéressent, il y a un livre là aussi d'Émile Zola qui s'appelle La Curée, qui est paru en 1871, donc juste après la chute du Second Empire. C'est l'histoire d'Aristide Rougon qui s'enrichit en spéculant en fait sur les futurs terrains à bâtir à l'époque de ces grandes transformations haussmanniennes. Et Zola, à travers ce livre, il critique très ouvertement la bourgeoisie du Second Empire. Nous passons au dernier point, qui là aussi est un point de passage et d'ouverture, sur les expositions universelles de 1889 et 1900. Vous notez directement qu'à partir de 1851, les pays européens et les États-Unis accueillent des expositions universelles. Ces expositions universelles, elles permettent aux pays de rivaliser de manière pacifique, sans se faire la guerre, et d'afficher leur puissance technique et industrielle dans les villes. Soit dit en passant, les expositions universelles existent toujours aujourd'hui, mais elles ne se limitent plus aux seuls pays européens et aux seuls États-Unis. Si on prend que le cas de la France, vous notez que de 1852 à 1914, Paris accueille 5 fois
l'exposition universelle. Ces événements permettent à la fois de montrer et d'accélérer la modernisation de la ville. Et on va en voir un exemple à l'instant. Donc là, comme toujours, n'hésitez pas à mettre sur pause pour avoir le temps de noter la trace écrite. Premier exemple avec l'exposition universelle de 1889 qui célèbre les 100 ans de la Révolution française, exposition universelle qui a été marquante puisqu'elle a été l'occasion de l'inauguration de la Tour Eiffel, qui est à l'époque le plus haut bâtiment du monde et qui est une vraie prouesse technique. Elle incarne la réussite industrielle de la France, ne serait-ce que parce qu'elle est faite en métal. C'est une construction qui a duré 2 ans. Vous avez ici l'affiche de l'exposition universelle et à droite les photos prises au fur et à mesure de sa construction. Donc vous notez exemple 1, l'exposition universelle à Paris en 1889 avec l'inauguration de la Tour Eiffel. Les expositions universelles, donc sur l'occasion de construction, chaque pays invité peut construire ce qu'on appelle un pavillon, à la gloire de son savoir-faire, de ses techniques, et ces constructions sont parfois détruites, parfois gardées. La Tour Eiffel, vous le savez, est gardée. On a d'autres vestiges aussi de cette exposition universelle, notamment le Petit Palais que vous avez à gauche et le Grand Palais à droite. Deuxième exposition universelle marquante pour notre période, c'est l'exposition universelle de 1900, qui a fait venir à Paris 50 millions de visiteurs, soit plus que la population française au total. Donc c'est totalement énorme. L'exposition universelle de 1900 a été l'occasion de construire le palais de l'électricité que vous avez ici à droite, qui a malheureusement été détruit depuis, donc aujourd'hui il n'est plus possible de le visiter. Ce palais de l'électricité devait montrer que la France était pionnière dans la maîtrise de cette nouvelle source d'énergie qu'est l'électricité. Je vous renvoie au grand 1 du cours. L'électricité qu'on surnomme à l'époque la fée électricité. C'est l'époque aussi où Paris commence à avoir ce surnom et cette image de ville lumière, encore une fois liée à l'électricité. Et l'exposition universelle de 1900, c'est aussi l'occasion d'inaugurer le métropolitain, que l'on appelle maintenant plus rapidement le métro. Donc, ça montre bien que les expositions universelles, certes, l'objectif c'est de briller aux yeux du monde, mais c'est aussi des moments où finalement on aménage, on dépense, et que ces dépenses vont servir aussi à améliorer le quotidien des habitants, et c'est le cas notamment avec le métro, on en bénéficie encore aujourd'hui. Je reviens à la trace écrite, vous notez l'exemple 2, l'exposition de 1900, avec ses 50 millions de visiteurs et l'inauguration du métropolitain. Nous avons donc terminé ce grand 2 sur les transformations dans les espaces ruraux et dans les villes dans la seconde moitié du 19e siècle et au début du 20e. Je vous enverrai prochainement la capsule vidéo suivante sur cette fois-ci les questions sociétales de ce 19e avec la question ouvrière, la question de l'immigration et la place des femmes. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bon courage à vous.